Bonjour les 208. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour la correction du poids qui n'a pas été bien réussie. Il y a pas mal de notions qui sont pas bien claires et donc j'avais envie de faire le point parce que pour le TD5, la contraception, il est important de bien comprendre comment fonctionne l'appareil génital de la femme. Alors, premier exercice. Vous aviez un petit QCM, vrai ou faux, et il fallait corriger les phrases fausses. Première question. La production de spermatozoïdes est continue à partir de la puberté. Vous m'avez mis pratiquement tous vrai et c'était juste. Ensuite, le tube séminifère est une structure testiculaire produisant les spermatozoïdes et la testostérone. Et là, vous m'avez mis vrai aussi. Eh ben non. La phrase est fausse. Parce que le tube séminifère, c'est bien une structure testiculaire, mais qui ne produit que des spermatozoïdes. Alors, un petit rappel sur la structure du testicule. Donc, voilà le testicule en coupe. On a ici les tubes séminifères. Vous les avez ici en coupe transversale. Donc, les tubes séminifères servent à produire les spermatozoïdes, mais ce qui sécrète la testostérone, ce sont les cellules interstitielles qui sont ici, entre les tubes, les cellules de Leydig. Donc, pour corriger la phrase, il suffisait de dire que ça ne produisait que des spermatozoïdes. Ensuite, la FSH est une hormone hypophysaire qui provoque l'ovulation et la formation du corps jaune. Ah non, c'est faux. C'est faux, je vous le montre. En fait, ce qui provoque l'ovulation et la formation du corps jaune, ce n'est pas la FSH, mais c'est le pic de LH. FSH, qui est surtout en grande quantité durant la première phase folliculaire, permet en fait la croissance des follicules. Mais c'est le pic de LH qui permet l'ovulation et ensuite la transformation du follicule mûr qui reste dans l'ovaire, qui se transforme en corps jaune. Voilà. Ensuite, chez le garçon, les transformations pubertaires sont dues à une activation du gène SRY. Eh bien, c'est faux. Le gène SRY, en fait, il sert à différencier les gonades en testicules lors du développement embryonnaire. Mais ce qui est responsable des transformations pubertaires au cours de l'adolescence, c'est l'augmentation du taux des hormones testiculaires et notamment la testostérone. Ensuite, l'ovulation est sous le contrôle direct des œstrogènes. Eh bien, c'est faux, je viens de vous le dire tout à l'heure. On retourne sur le schéma. Le contrôle direct, c'est la LH. Les œstrogènes ne permettent pas directement l'ovulation. Par contre, c'est l'augmentation du taux d'œstrogène qui va entraîner ce pic de LH qui lui-même va entraîner l'ovulation. Ensuite, le cycle utérin a la même durée que le cycle ovarien. Alors là, j'ai eu des surprises. J'ai eu beaucoup de faux, avec des corrections du style le cycle utérin dure 5 jours et le cycle ovarien dure 14 jours. Alors là, je crois que c'est pas bien clair. Le cycle utérin et le cycle ovarien sont synchrones. Ils fonctionnent en même temps. Ils ont donc la même durée. Un cycle dure en moyenne 28 jours. Donc ça veut dire que le cycle ovarien dure 28 jours et le cycle utérin dure 28 jours. Alors ceux qui m'ont dit que le cycle utérin durait 5 jours, en fait, ils ont confondu avec les règles. Les règles, c'est le début du cycle utérin, mais c'est pas tout le cycle. C'est vraiment qu'une toute petite partie du cycle. Et ceux qui m'ont dit que le cycle ovarien ne durait que 14 jours, en fait, ils sont dit pas qu'il y a ovulation, après il se passe plus rien. Ben non, le cycle ovarien, il continue ensuite derrière, il y a la formation du corps jaune. Donc voilà, ces deux cycles sont synchrones et durent à peu près en moyenne 28 jours. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins, suivant les femmes. Le corps jaune se forme après rupture du follicule mûr durant la phase folliculaire. Alors la première partie de la phrase est juste. C'est juste le nom de la phase là. Ça ne se fait pas durant la phase folliculaire, mais ça se fait durant la phase lutéale.
La phase folliculaire, elle correspond à la croissance des follicules dans l'ovaire. Et enfin, alors je vous ai mis cette phrase-là parce que j'avais déjà vu qu'il y avait plusieurs fois eu des erreurs au cours des TD et puis des QCM que vous aviez eu sur Cuisinière. Donc je me suis dit, on va voir s'ils ont bien repéré et bien compris. Et ben non, vous m'avez fait encore les mêmes fautes. Donc l'augmentation du taux des hormones ovariennes est responsable des menstruations chez la femme. Vous avez tous pratiquement dit vrai. Et ben non, c'est faux. On reprend le schéma. Les hormones ovariennes, donc œstradiol, lors de la première partie du cycle, permet justement la prolifération de la muqueuse utérine. La progestérone permet que cette muqueuse utérine ait de grands vaisseaux sanguins bien spiralés et des glandes qui se développent. Par contre, c'est quand à la fin du cycle, il y a une chute du taux de ces hormones ovariennes que ça déclenche la destruction partielle de la muqueuse utérine et donc que ça déclenche les menstruations. Donc la phrase est fausse, c'est la diminution du taux des hormones ovariennes qui est responsable des menstruations chez la femme. Voilà, pour l'exercice 2, voilà, vous avez des mots, il faut construire une phrase. Mais il faut que la phrase soit cohérente. Et ça, certains ont eu du mal. Pour la première phrase, vous aviez absence de fécondation, corps jaune, menstruation, régression. Qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait dire qu'en absence de fécondation, il y a une régression du corps jaune. Et la régression du corps jaune entraîne les menstruations. Et oui, parce que quand le corps jaune régresse, il ne produit plus ses hormones ovariennes et la chute du taux des hormones ovariennes entraîne les menstruations. Donc voilà pour la première phrase. Deuxième phrase plus simple, FSH, tube séminifère, spermatozoïde, testicule. Alors c'est très simple. Vous avez le petit schéma en tête. La FSH, qui est sécrétée par l'hypophyse, va stimuler dans le testicule les tubes séminifères qui vont alors produire des spermatozoïdes. Voilà pour la deuxième phrase. Ensuite, l'exercice 3, expliquer pourquoi. Alors, expliquer pourquoi le sexe gonadique dépend du sexe chromosomique. Vous m'avez tout dit, oui, parce que si on est XX, on est une femme, et si on est XY, on est un homme. Oui, d'accord, mais faut faire le lien avec le sexe gonadique. Les gonades, c'est-à-dire testicules ou ovaires. Donc j'attendais de vous, par exemple, que vous me disiez que voilà, quand l'individu a les chromosomes sexuels XY, et notamment le chromosome Y, il possède alors le gène SRY qui va permettre de différencier la gonade en testicules. Donc le sexe gonadique dépend bien du sexe chromosomique. Chez les femmes, du fait qu'il n'y a pas le chromosome Y, il n'y a pas de gène SRY et du coup la gonade se transforme en ovaire. Pour ça, souvent qu'on dit que le sexe féminin est le sexe par défaut, parce qu'il manque des choses pour que ça se transforme en homme. Du coup, ça devient une femme. Bon, après, on a mis en évidence qu'il fallait quand même d'autres gènes pour faire des ovaires. Il ne suffit pas d'avoir une absence du gène SRY. Ensuite, l'hypothalamus est indispensable pour permettre la sécrétion de testostérone chez l'homme. Et bien effectivement, l'hypothalamus, si je reprends mon petit schéma, l'hypothalamus sécrète une hormone qu'on appelle la GnRH, qui stimule l'hypophyse, qui va alors sécréter une hormone, l'ALH, qui va stimuler les cellules de Leydig ou cellules interstitielles qui sécrètent alors la testostérone. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses à dire dans ce expliquer pourquoi les hormones qui stimulent certains organes pour arriver jusqu'à la sécrétion de la testostérone. Bon, voilà. Le dernier exercice demandait un peu plus de raisonnement, surtout à la fin. Ce qui m'a surpris, c'est que certains se sont plantés pour la première question. Et là, je pense que c'est plus un problème de français que de SVT.
Je m'explique. On vous demandait de déterminer les effets des polluants et en réponse, j'ai eu les effets des polluants sont les phénols, les phtalates et les phytoœstrogènes. Ça, c'est le nom des polluants, mais ce ne sont pas leurs effets. Les effets sur l'organisme, c'est quoi? C'est ce que je vous ai surligné là en jaune, c'est que ça peut entraîner une puberté très précoce qui peut survenir à l'âge de 8 ans chez une fillette et ça peut même entraîner plus tard un risque de complications avec l'apparition de cancer du sein. Donc voilà ce que j'attendais, il suffit juste d'extraire l'information de ce document et certains ne savent pas le faire. Ensuite, je vous demandais de déterminer l'âge normal de la puberté chez une fille parce qu'à 8 ans, c'est une puberté précoce. Alors l'âge normal, on regarde le graphique. Alors vous avez à la fois taux d'œstrogène et taux de testostérone. Je ne regarde pas le taux de testostérone parce que la testostérone c'est chez les garçons, il n'en va pas chez les filles. Par contre, je vais regarder le taux d'œstrogène et je vois que ce taux commence à augmenter vers l'âge de 10, 11, voilà, 11, 12 ans, c'est à peu près l'âge où la puberté commence, donc avec l'apparition des règles et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc voilà, vers 11-12 ans, lorsqu'il y a une augmentation du taux d'œstrogène. Alors là, ça c'est compliqué, c'est les questions 3 et 4. Je vous demandais de comparer la structure moléculaire du phtalate et de l'œstrogène. Une molécule, c'est quoi? C'est un ensemble d'atomes. Donc vous avez les atomes d'hydrogène en blanc, des atomes de carbone en gris, des atomes d'oxygène en rouge. Certains, pour faire la comparaison, ont comparé le nombre de ces atomes. Par exemple, là, on voit 4 atomes d'oxygène, on n'en voit que 2 pour la molécule d'œstrogène. Pourquoi pas? Mais ce qui m'intéressait le plus quand même, et pourtant la zone était entourée, c'est cette partie-là de la molécule. Vous voyez que cette partie de la molécule de phtalate est strictement similaire à cette partie de la molécule d'œstrogène. Voilà, donc en comparaison, j'attendais que vous puissiez remarquer qu'il y avait une similitude de forme entre ces deux molécules. Quelle va être la conséquence de ça et comment ces polluants peuvent entraîner une puberté précoce? Vous savez qu'une hormone, pour agir, et d'ailleurs je vous l'ai remis là en remarque, pour agir doit se fixer sur des récepteurs, sur les cellules cibles de cette hormone. Et justement, la fixation de l'œstrogène sur ces récepteurs se fait avec cette partie-là de la molécule. Comme la phtalate a une partie similaire, et ben cette molécule peut très bien se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes et avoir les mêmes effets que les œstrogènes, mimer leur effet, c'est-à-dire entraîner l'apparition de caractères sexuels secondaires avec la poussée des seins, l'apparition de la pilosité et aussi entraîner l'apparition des règles. Donc voilà ce que j'attendais comme réponse pour cette question. Bon, j'espère que la correction aura été claire. Vous avez aussi la correction écrite que je vous ai mis sur Pronote. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à faire le T-dessin sur les différentes méthodes de contraception. Normalement, vous avez déjà des connaissances là-dessus. Et on corrigera ça la semaine prochaine. Bon courage!